Rebienvenue au podcast Live Better, le podcast où je connecte avec des gens dans le domaine de la santé, du fitness et du bien-être. Mon invité cette semaine, Nicolas Leduc-Savard, c'est un nutritionniste sportif et c'est la deuxième fois aussi qu'on fait un épisode ensemble. On essaie quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui, donc on va faire un format Q&A. Dans la semaine avant l'enregistrement de l'épisode, je vous ai demandé si vous aviez des questions à poser à Nicolas sur la nutrition sportive. Donc, j'ai une banque de questions que vous nous avez posées. On va regarder les sujets avec Nicolas et on va pouvoir élaborer un petit peu plus. Bonne écoute. C'est des questions un peu du public. Fait que, on est allé chercher un petit peu des questions que les gens qui me suivent et qui te suivent ont par rapport à la nutrition sportive. Ouais. Fait que c'est la première fois que je vais faire un épisode comme ça. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Ouais. J'ai vraiment des questions qui sont très... écoute, ça va dans tous les bords. Parfait. Fait que mes questions ne vont pas nécessairement avoir une suite logique, mais écoute, on va pouvoir juste aborder les questions, on va pouvoir les approfondir un petit peu. Ouais. Ça risque d'amener d'autres questions aussi pendant qu'on se parle. Exact. Mais l'idée, c'est juste de répondre aux questions des gens du public. Fait que, Je suis prêt. on y va avec ça. Let's go. On va commencer. En fait, la première question, c'est un sujet qu'on avait parlé là, dans l'autre épisode. Ouais. C'est une question de Catherine qui demande quel impact ont les boissons zéro sucre, exemple le Gatorade ou le Powerade zéro? C'est un petit peu large comme question, mais juste savoir un petit peu, les boissons zéro sucre, c'est Ouais. quoi la pertinence, pourquoi, ou est-ce que c'est mieux d'y aller avec les originales ou juste... Ouais. Fait qu'il y a plein de réponses à cette question-là. Mettons, l'impact en général, j'imagine qu'elle voulait dire peut-être l'impact qu'il y a sur la santé. Il y a certains impacts sur la santé parce que, mettons, il y a certaines de ces boissons-là qui contiennent pas de sucre, qui contiennent d'autres choses. Fait que, tu sais, des fois, des électrolytes. Où là, ben, les électrolytes pourraient aider à être mieux hydraté parce que c'est un peu ça que ça fait, les électrolytes dans notre corps, a.k.a., mettons, sodium, potassium et compagnie. Ça aide à retenir l'eau un peu mieux puis se sentir mieux hydraté. Des fois, ça peut être aussi juste, ben, ça goûte bon, fait que ça permet de boire plus dans la journée, ce qui est le fun. Après ça, peut-être là où il faut faire attention, c'est si justement on est actif. Pendant qu'on fait du sport, le sucre, c'est pas mal notre meilleur ami. C'est ça qui nous aide à bien performer. Donc, si par inadvertance ou parce qu'on a peur du sucre, on choisit des boissons sans sucre pendant qu'on fait du sport, surtout quand ça atteint une certaine intensité ou une certaine durée, tu sais, qui, mettons, si ça dépasse 1 heure, bien là, on a besoin de sucre. Fait qu'il faut pas choisir les options sans sucre dans ces cas-là. Il faut absolument aller vers les options avec sucre ou, à la limite, prendre les options sans sucre, mais prévoir d'apporter des bonbons ou des fruits séchés ou quelque chose d'autre avec ça, tu sais. Non, c'est ça, moi, ça m'avait... C'est une des affaires qu'on a abordées dans le dernier épisode, puis ça m'a vraiment surpris, parce que j'avoue que c'est tellement logique quand tu y penses, tu as besoin de glucides, exemple, dans de la performance sportive. Là. Ouais. Mais c'est vrai que les boissons zéro sucre, c'est rendu tellement populaire. Les Oui. gens sautent là-dessus, Exact. aussitôt qu'ils voient ça en magasin, là, mais c'est ça. Puis, tu sais, pendant des années, mettons, puis même moi, j'ai appris ça au bac, que les boissons gazeuses sans sucre, c'était pas bon non plus parce que, tu sais, ça allait détruire notre flore intestinale à cause des faux sucres, que l'aspartame, c'était cancérigène. Maintenant, tu sais, on est beaucoup plus nuancé, puis tu sais, même pour les personnes qui ont, tu sais, qui ont des objectifs de, je sais pas, de gestion du poids, tu sais, ils pourraient boire des boissons gazeuses sans sucre à chaque jour, puis il n'y aurait pas de problème, tu sais. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut être une bonne option pour peut-être se déconnecter un peu des boissons gazeuses avec sucre, d'alterner une fois de temps en temps avec les sans sucre ou de faire le pas complètement vers les sans sucre. C'est une super bonne idée. Pour ceux qui ont de la misère à boire leurs 2 litres par jour à peu près, ben ça peut faire partie du mix de liquide au total, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'aspartame, ça, je pense... Ben ça, c'est pas nuancé, ça, je pense. On sait que c'est mauvais, l'aspartame. Non, c'est pas mauvais à condition qu'on ait, tu sais, qu'on n'atteigne pas des niveaux absolument faramineux, tu sais. OK. Fait qu'on pourrait boire des boissons avec de l'aspartame à tous les jours. Puis c'est pas des quantités assez suffisantes, mettons, dans les boissons gazeuses diète pour que ça soit néfaste pour la santé. Il y a certaines conditions de santé un petit peu fancy, là, genre phénylalaninuri. Ceux qui ont ça, ils vont se reconnaître. Ou là, c'est déconseillé de prendre ça parce que l'aspartame peut venir empirer la chose. Mais pour toutes les autres, il n'y a pas vraiment de stress de ce côté-là. OK. Fait que c'est la quantité qui fait le poison. Ouais, C'est voilà. vraiment ça au final. Là. Puis, tu sais, on pourrait aussi s'intoxiquer avec de l'eau. Fait que pas de stress. C'est un bon point. C'est vrai. Ouais. Ben justement, ça me met un peu en lien avec une autre question. C'est une question de Charles, justement, qui demandait est-ce que c'est vrai que le sucralose et l'aspartame est nocif pour la santé? Là, on vient de parler de l'aspartame. Il y a le sucralose aussi qui est quand même vraiment populaire dans les boissons. Ouais. Sucralose, est-ce que c'est la même chose que l'aspartame? Ou... Ben non, c'est pas la même molécule, mais c'est une molécule. Souvent, mettons, ces faux sucres-là, ils vont les ajouter dans les boissons parce qu'ils ont pas.
sont tellement concentrés en goût sucré, le pouvoir sucrant qu'on appelle, qu'on a besoin d'en mettre juste des minuscules quantités pour que la boisson goûte sucré. Donc, ça ajoute pas de calories à la boisson. Puis souvent, c'est ça l'avantage que les gens voient dans ces boissons-là. Je prends une boisson gazeuse, ça goûte sucré, c'est le fun, mais j'ai pas de calories qui viennent avec. Tu sais. En passant, les calories, c'est pas le démon. Ça en prend pour vivre. Mais boire une boisson qui goûte sucré, qui contient pas de calories, ça peut être un avantage pour certains. Puis le sucralose, ça fait partie des édulcorants qui sont pas dangereux pour la santé. Tu sais. Mhm. Fait que sucralose, un petit peu mal le principe, c'est la quantité qui fait le poison encore. Faudrait que je vois des études par rapport à la quantité, mais sucralose, c'est encore moins dangereux que l'aspartame. Ah ouais, OK. Ouais. Il y en a un qui est déconseillé, mais je pense même pas, je sais pas encore si on le trouve dans des boissons. Je sais qu'on peut le retrouver en petits sachets, mettons, dans les restos pour ajouter au café, tu sais. C'est la saccharine, que ça, je me souviens plus du nom commercial, là, mais s'il va être écrit dessus, saccharine, lui est déconseillé. Mais les autres, il n'y a pas de stress avec ça. En règle générale, c'est assez sécuritaire. OK. C'est ça. Tu sais, des fois, les gens préfèrent un ou l'autre ou n'aiment pas trop le goût de certains faux sucres. Édulcorants, mettons, c'est le stevia, Ouais. qui est un extrait de plante. Des fois, les gens, il y a tellement un goût comme unique que les gens vont le déceler tout de suite dans les boissons. Ouais, moi, j'aime pas vraiment ça, le C'est ça. stevia. Ouais, moi, ça me dérange pas trop, mais fait que, tous les goûts sont dans la nature, là, mais encore une fois, lui, il n'est pas dangereux pour la santé non plus. Ça, je pense que lui, il est plus naturel, en fait, le stevia. Ça se retrouve dans la nature. Puis je pense, C'est ça. puis là, ça se peut que je me trompe, mais sucralose, aspartame, c'est pas naturel. Ça se peut-tu? Je suis pas l'expert pour Non, ça. c'est Faudrait bon, regarder, à reconfirmer. Confirmé, OK. Ouais. C'est ça, parce que je me demandais beaucoup, ce que je sais qui est très nuancé, souvent, c'est dans les bodybuilders ou les gens qui vont à la salle de musculation, souvent, il y a comme est-ce que je prends le Coke diète ou le Coke normal? Tu sais? Ouais. Mais là, de ce que je comprends, il y a plus ou moins de différence. Peut-être ça pourrait dépendre de la phase, mettons. Tu sais, si la personne est en cut, entre guillemets, ça pourrait peut-être plus le Coke diète. Puis si la personne est plus en bulk ou elle veut une source d'énergie rapide avant son workout ou pendant, puis que ça ne lui dérange pas de roter pendant le workout, ça pourrait être la version originale. OK, c'est ça. Ouais. Puis sinon, l'autre chose que j'avais entendue, tu l'as mentionné, c'était beaucoup la flore intestinale, là, que ça veut dire que ça pouvait avoir un impact, là, les édulcorants. C'est ça. Mais ça, je pense que c'est encore gris un peu, de ce que je comprends. C'est encore gris, puis si les gens ont peur pour ça, manger plus de fruits et légumes, ça va aider concrètement votre flore intestinale, plus de produits céréaliers à grains entiers. Ça, c'est pas mal ce qu'on sait qui va améliorer la flore intestinale. Les probiotiques aussi, les produits laitiers qui en contiennent, tout ça, ça va aider. Mais après ça, des boissons sans sucre, une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va venir scraper complètement la flore intestinale. Éviter d'avoir des infections qui font en sorte qu'on prend des antibiotiques, ça aussi, ça pourrait être une bonne façon. Mais après ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. OK. Bon, ça répond à la question. Yes. L'autre question de Zachary. Qu'est-ce qui est mieux entre un café, un pré-workout ou un fat burner avec stimulant pour améliorer ta performance sportive? OK. Bonne question. Le fat burner, d'emblée, je vais le déconseiller. Souvent, c'est l'ingrédient actif, principalement, ça va être la caféine là-dedans. Mais c'est souvent présent dans des quantités astronomiques, pour que le cœur batte vite, puis que pendant une certaine période, on soit plus en mode fat burning, mettons. C'est-à-dire qu'on va oxyder des graisses. Par contre, si on oxyde des graisses pendant le workout, ça ne veut pas dire qu'on va perdre des graisses à long terme puis qu'on va perdre du poids, mettons. Fait que c'est souvent un supplément qui est bidon, qui ne sert pas à grand-chose, puis qu'au-delà de la caféine, il va avoir d'autres ingrédients un peu louches qu'on ne sait pas trop c'est quoi, fait que les fat burners, on pourrait laisser ça de côté directement. Après ça, il y avait le café, puis l'autre... soit entre le café et le pré-workout. Pré-workout, OK. Fait qu'après ça, ça dépend juste de la dose de caféine. Le pré-workout, souvent, ça va être quand même des grosses doses de caféine. Fait que ça peut atteindre le 200, 250, 300, 400 mg de caféine. La limite recommandée par Santé Canada par jour, c'est 400 mg de caféine. C'est quand même beaucoup. Pour les adultes, c'est beaucoup. Un café, mettons, c'est peut-être un peu plus que 100 mg. Fait que 400, one shot, c'est intense. Je trouve ça beaucoup, là. C'est ça. Puis, dépendamment de l'heure du workout aussi, ça se peut que ça impacte le sommeil si on prend ça après midi, mettons. Ça va certainement impacter le sommeil. Il y a des personnes qui ne voient pas trop d'impact sur leur sommeil quand ils prennent de la caféine, même direct avant de se coucher. Mais c'est quand même démontré que la qualité de leur sommeil, même s'ils réussissent à s'endormir, elle va être moins bonne. Fait que pré-workout, ça peut être utile peut-être le matin.
si tu es vraiment au courant de l'effet que ça a sur ton corps puis de la quantité de caféine qu'il y a dans ton pré-workout. Après ça, il y a d'autres substances qui sont aussi dans le pré-workout. Fait que des fois, ils mettent de la bêta-alanine là-dedans, qui est aussi un supplément que je recommande, mais dans vraiment d'autres contextes. C'est un supplément qui va faire comme pétiller de l'intérieur, tu sais, qui va gratter, ce qui est un peu weird, mais ça va comme motiver les gens à aller s'entraîner parce que ils sentent la sensation. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que le pré-workout, je le déconseille pas, mais l'ingrédient actif, ça reste la caféine là-dedans. Fait que tant qu'à être un café ou dans lequel on est capable d'estimer à peu près la quantité de caféine, c'est une super bonne solution, classique, on le sait, ça va être quoi l'effet. Ou, pour vraiment bien prévoir, ça peut être les petites pilules de caféine aussi, qu'on peut trouver à la pharmacie. C'est comme 10-12$ pour 100 capsules de 100 mg de caféine. Puis ça, on n'a pas besoin de siroter le café. Tu prends ta pilule, puis 3 secondes après, c'est avalé. Puis tu le sais que 30-35 minutes après, ça va kick in. Puis là, tu vas avoir l'effet de la caféine qui va t'aider au niveau cognitif puis au niveau performance. Fait que j'irais, mettons, les plus efficaces, j'irais soit avec le café ou avec les petites pilules de caféine. OK. Sinon, pré-workout, ça peut être bien. Puis les fat burners, c'est pas nécessairement quelque chose que tu conseilles. Non, je déconseille. En fait, le fat burner, la façon que ça fonctionne, c'est juste parce qu'il bourre tellement de caféine que tu rentres en mode justement où ça oxyde. Ouais, ça oxyde des graisses. C'est ça. Essentiellement, c'est juste ça. C'est ça. Pendant un certain moment, pendant, mettons, le moment où la caféine va être active, va être efficace, tu vas oxyder plus de graisse pendant ce temps-là. Fait que, ça veut dire que tu vas comme utiliser les graisses pour fournir ton énergie pendant le workout. Mais après ça, il y a comme le concept de quotient alimentaire qui va entrer en jeu, qui est comme la proportion des nutriments que tu vas brûler dans ta journée va juste être liée à long terme à la proportion des nutriments que tu manges dans ta journée. Fait que si tu oxydes plus de gras pendant ton workout, si tu brûles plus de gras pendant le workout, tout le reste de la journée, tu vas juste brûler plus de glucides pour qu'au final, ça arrive à peu près au split de macronutriments que tu as mangé dans ta journée. Fait que je sais pas si c'est relativement clair, mais pendant un bout, tu vas brûler plus de gras, mais pour le reste de la journée, tu vas brûler plus de glucides. Fait que ça va avoir servi à vraiment rien de brûler plus de gras dans ce moment-là. Ça va peut-être t'avoir fait palpiter, tu vas peut-être avoir eu mal au cœur ou mal à la tête parce que c'était trop de caféine d'un coup. Puis la seule façon, mettons, d'être vraiment en mode fat loss et non fat burning, c'est d'être en déficit calorique à plus long terme. Ça, on le sait. Mais toi, je savais pas exactement c'était quoi le fat burner. Ouais. Mais là c'était quand même bien expliqué. Là, je comprends ça a été bien. à mode pendant un petit bout, mais là, bof. Ouais, ben je pense qu'il y a beaucoup de suppléments et des produits justement qui viennent à la mode. Puis là, soit on réalise que ça sert à rien ou que c'est juste un truc marketing. Là. Ouais, exact. Finalement, ça retombe. Là. Exact. OK, fait que ça répond bien à la question aussi. J'avais une question, ben là, j'ai pas le nom, mais quoi manger lorsqu'on s'entraîne très tôt le matin? Parce que je pense que ça ouvre la porte aussi à... parce qu'on en avait parlé aussi à l'autre épisode, mais est-ce qu'on mange une demi-heure avant son entraînement? Est-ce qu'on mange directement avant? Ouais. Est-ce que, tu sais, je te laisse aller là-dedans, mais Ouais. puis tu peux donner peut-être des idées de collation qu'on pourrait manger très tôt le matin avant un entraînement? Ouais. Fait que super bonne question. Ça va dépendre de l'intensité puis de la durée du workout, puis de ce que la personne préfère, puis de sa rapidité à digérer aussi, tu sais. Fait que souvent, c'est comme des questions que je pose à la personne quand la personne me pose cette question-là, tu sais. Donc, disons que elle s'en va faire une séance plus mollo, fait que, je sais pas, disons une marche dehors, un yoga plus relax, une petite séance genre course relax, mettons 30 minutes, zone 2 ou vélo, zone 2 sur tapis ou sur vélo stationnaire. La personne pourrait décider de le faire à jeun, tu sais, fait que la collation avant pourrait ne pas être prise. Mais si elle prend une collation avant, ça pourrait être quelque chose de léger comme un verre de jus, une banane, une moitié de banane, des fruits séchés, quelque chose qui va fournir principalement des glucides pour avoir de l'énergie rapide, puis qui ne sera pas très long à digérer, juste pour fournir un petit peu d'énergie, puis après, prendre un déjeuner complet avec des protéines, des glucides, s'hydrater, tout ça. Versus si c'est un gros workout le matin, mettons une séance d'intervalle, si c'est un gros gym qui va durer peut-être 1 heure et demie, où on sait qu'il va avoir comme des grosses charges, là, j'irai avec un déjeuner un peu plus complet, mais il faut se laisser le temps de digérer avant. T'sais. Fait que j'irai peut-être au moins 1 heure et demie, je prendrai mon déj, puis j'irai faire mon workout après. Puis pour le déjeuner, j'essaierai d'avoir peut-être la moitié de l'assiette en féculents, fait que pain, pâtes, patates, bagel, muffin anglais, tout ça. Avec un quart pour les protéines, fait que c'est peut-être des œufs, du yogourt grec, peut-être du tofu brouillé, un smoothie avec de la poudre de protéines, quelque chose comme ça.
puis des fruits pour peut-être l'autre quart de l'assiette. Mettons. Mais majeure partie féculent parce que c'est ça qui va donner les glucides qu'on va avoir besoin pendant le workout plus intense. Puis peut-être un peu de caféine s'il y en a qui sont down d'essayer aussi. Ouais. Caféine, un petit café ou un pré-workout. Là. Exact, ouais, c'est ça. OK, bon, parfait, c'était des bons conseils. J'avais une question de Fred. Est-ce que tenir un déficit calorique dans le but de perdre du gras trop longtemps, ça peut être contre-productif? Je pense que la question, c'est de savoir est-ce que le corps il s'adapte un peu à un déficit calorique? Je suis quand même curieux de cette réponse-là. Ouais. Oui. Il y a comme des responders puis des non-responders, mettons, au déficit calorique. En fait, non. Le déficit calorique, pour tout le monde, va faire perdre du poids si on est capable de le maintenir à long terme. Par contre, le métabolisme va s'ajuster un petit peu à la baisse pour faire en sorte qu'à un moment donné, on arrête de perdre du poids. Un exemple de ça, c'est tristement, mettons, les personnes qui ont vécu avec un trouble alimentaire, disons l'anorexie, qui, pendant des mois, des années, ont maintenu un déficit calorique qui était vraiment trop grand pour leur corps, qui était même des fois en dessous de leur métabolisme de base, qui est les calories qu'on a besoin juste pour maintenir nos systèmes corporels actifs. T'sais. Maintenir ça trop longtemps, le corps va essayer d'adapter le métabolisme pour arrêter de perdre du poids. Puis ça va pouvoir vouloir dire que la personne, mettons, son cycle menstruel va s'arrêter parce que ça dépense des calories, il y a des pertes à chaque mois, puis ça, c'est des calories, je veux pas qu'on perd. Fait que le système qui était normalement actif va se désactiver pour que la machine coûte moins cher à faire rouler. Les personnes vont des fois cligner des yeux moins vite. Les personnes vont moins bouger avec leurs bras, leurs doigts, vont moins shaker de la patte. Tout ça, ça va faire en sorte que le métabolisme va s'ajuster un petit peu à la baisse pour essayer de matcher les calories qu'on lui donne. Puis ça va devenir de plus en plus difficile de perdre du poids. Pour le meilleur et pour le pire, parce que le corps, lui, il veut juste se préserver. Il veut que tu arrêtes de perdre du poids, Caroline. Si t'es supposé il veut survivre, là. C'est ça. Puis le corps, il y a comme un set point, mettons, le poids naturel qu'on appelle, qui est le poids où il est bien, il est capable de faire ses activités physiques, il est capable de penser normalement, d'être allumé. Puis lui, il va vouloir retourner à ce poids-là. Fait que si la personne réussit à perdre du poids, mettons, tant mieux pour elle, mais le corps, lui, il s'en fout un peu de est-ce que ton poids naturel fit dans les normes de beauté de la société? Lui, il va être comme moi, je m'en fous là, que tu aies le six-pack ou que tu le good sur les réseaux sociaux. Moi, je veux que tu pèses ton poids naturel pour que tu sois en santé puis qu'après ça, je puisse arrêter de penser à ça, mettons. Fait qu'il va peut-être augmenter l'hormone de faim pour que tu puisses reprendre ce poids-là. Si tu te restreins trop, peut-être qu'il va déclencher, mettons, des binges pour que tu aies des grosses quantités de calories une fois de temps en temps pour essayer de ramener tes calories de la semaine even ou que tu reprennes un petit peu de poids. Fait que le corps va des fois travailler un peu contre ce que nous, on désire pour fitter avec les standards de la société. T'sais. Ah ouais. Je pensais pas que le métabolisme il pouvait s'adapter, excuse. C'est ça. Ça prend combien de temps à peu près? Y a-tu comme j'imagine que ça dépend de chaque personne, là, mais exemple que je fais un déficit, est-ce qu'après 6 mois, là, lui va s'adapter ou c'est en l'espace de 1 an ou 2? Ça dépend vraiment beaucoup des personnes. Ça dépend aussi de la composition de la diète. Il y a des gens qui vont être plus rassasiés parce qu'ils mangent peut-être un peu plus de fibres, un peu plus de protéines. Fait que même s'ils sont en déficit calorique, ils vont sentir que c'est un peu moins tough de rester en déficit calorique. Versus les gens qui, mettons, si je te dis, tu coupes la moitié de tes calories de la journée, mais tu ne changes rien au reste, tu vas sûrement avoir bien plus faim, puis tu vas trouver ta vie vraiment plate, tu vas être moins concentré, tu vas être moins heureux aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que, mais oui, ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'adapter, puis il y a des gens qui diraient que ça va être très rushant, puis qui vont juste penser à ça, tu sais. On est constamment en train de se battre un peu avec notre poids naturel. Ouais, exact. Puis peut-être une approche pourrait être d'arrêter de se battre. Ouais, c'est un bon point. Ouais. Moi, j'avais fait un épisode avec c'était Karine Gravel, justement, sur l'alimentation intuitive, puis d'écouter son corps, puis on avait parlé justement du poids naturel. Ouais. C'est elle, c'est la meilleure pour l'expliquer. Ouais, elle avait super bien expliqué, puis toi aussi, mais c'est ça, en tout cas, c'est un autre sujet complètement, là, mais les standards de beauté, puis justement, comme quoi, des fois, il faut peut-être s'accepter un peu comme on est. Il y a une manière, je pense, de changer un petit peu son corps, oui, mais il y a quand même une limite que ton corps, il a malheureusement ou heureusement prédéfini peut-être à naissance un peu. Là. Une chose qui pourrait être cool, c'est d'arrêter. Souvent, quand je pose la question à mes clients, si le poids reste pareil, parce que, mettons, ils arrivent et ils veulent perdre du poids, là, je leur questionne, si le poids reste pareil, mais que tu bâtis de la masse musculaire, comment tu filerais par rapport à ça? Puis là, habituellement, ils sont comme, ah ben oui, je serais vraiment volontaire de ça, je serais vraiment contente.
Puis, OK, ben go, on fait ça à place. Tu vas trouver ta vie vraiment plate. Puis, si tu commences à intégrer du gym dans ta routine, si tu manges des protéines au bon moment pour être capable de maximiser ton gain de masse musculaire ou ta récupération, ben, ta vie va être vraiment plus le fun. Puis en plus, tu vas accomplir des choses nice. Tu vas être capable de faire des pull-ups, tu vas être capable de pousser fort avec tes jambes, tu vas trouver ça plus facile quand tu vas courir parce que tes jambes vont être plus fortes. Plein de façons de rendre ça plus nice que d'essayer de tout le temps juste restreindre les calories en te disant que ça va aller mieux. Mais si tu es plus, entre guillemets, fit, mettons, si tu as une meilleure masse musculaire, ben, tu vas te sentir vraiment plus en forme. Puis pour la longévité, c'est montrer que d'avoir plus de masse musculaire, c'est vraiment plus payant à long terme que de juste avoir le plus petit poids possible puis de prendre le moins de place dans l'univers. Exact. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne façon. J'aurais pas pensé à ça. C'est une bonne façon de le faire, là, effectivement. Parfait. La prochaine question, ben, j'ai pas le nom, mais est-ce que les barres énergisantes, ça marche? Ou les barres énergie? Oui. Ben, ça marche, oui. Parce que, ça va donner de l'énergie. Mettons, souvent, ces barres-là vont être plus riches en glucides, peut-être un peu moins riches en protéines. Je pense, mettons, un ratio peut-être genre 3-4 pour 1, mettons, 3 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines. Fait que, ça pourrait ressembler, je sais pas si tu veux qu'on dise des marques, mettons, mais des barres Cliff avec le petit bonhomme qui escalade, mettons. À ne pas confondre avec les barres Cliff Builders, que ça, c'est plus comme les barres de protéines. Mais oui, c'est vrai, ouais. Mais les barres Cliff avec le petit bonhomme qui escalade, ça pourrait être une bonne barre d'énergie pour avoir de l'énergie pendant un effort peut-être plus prolongé où je vais avoir beaucoup de glucides puis un peu de protéines pour calmer ma faim, mettons. Mais un effort qui n'est pas à la maximum intensité parce que si je décide de manger une barre Cliff pendant un marathon ou pendant une sortie en bike qui est vraiment rapide, ça se peut que les protéines soient plus difficiles à digérer puis que j'aime pas trop ça. T'sais. Mais tu sais, disons une randonnée ou un effort intense, mais pas trop intense, barre Cliff, barre NAC, juste des barres plus riches en glucides qui contiennent un peu de protéines vont faire la job. Au même titre qu'un trail mix avec des fruits séchés puis un peu de noix ferait la job aussi. Est-ce que les barres protéinées, ça, c'est quelque chose que tu conseilles des fois à tes Oui, clients? ben, c'est quand même pratique, ça se traîne bien, tu peux laisser ça dans ton sac à dos ad vitam aeternam, puis à part que le chocolat va peut-être un petit peu sécher, ça va être correct, tu sais. Puis c'est une bonne façon d'avoir souvent une quand même bonne quantité de protéines facilement. Fait que, tu sais, disons, je finis mon workout, je sais qu'il faut que j'aille travailler, puis j'ai pas de collation rapidement avec moi, ben, tu sais, je vais prendre ça. Je vais au moins avoir ma partie protéines. Tu sais, habituellement, ils sont pas super riches en glucides, fait que pour la récup, c'est mieux d'avoir peut-être une banane à côté ou une poignée de fruits séchés ou quelque chose pour avoir des glucides. Mais sinon, les barres de prot, oui, je les conseille allègrement. Là. Puis il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes au goût. Ouais, ben c'est ça. Mais pour la valeur nutritive, ils se ressemblent toutes à peu près pas mal. T'sais. Une des choses que moi j'ai vu souvent en ligne que les gens reprochaient un peu aux barres protéinées, ben, elles sont pas toutes faites égales, là, évidemment. Mais il y en a qui vont utiliser de la protéine je pense que c'est de soya, puis il y en a qui vont utiliser de la protéine, ben, exemple de l'isola ou des choses comme ça. Puis il y en a qui vont reprocher que ben, la protéine de soya, c'est de moins bonne qualité ou que tu as moins, je pense, peut-être d'acides aminés ou bref, que c'est de moins bonne qualité. Ça, est-ce que c'est vrai? C'est quelque chose que tu conseilles aux gens de regarder, tu sais, quand tu achètes la barre, de regarder quel type de protéines qu'il y a dedans? Ouais, ben, mettons, tu sais, il y a des, comme tu dis, là, les poudres de protéines animales, mettons, souvent à base de lait, il va y avoir tous les acides aminés essentiels, ça va aider à maximiser, mettons, la synthèse des protéines musculaires. Pour les protéines végétales, le soya, c'est une des protéines qui a tous les acides aminés essentiels. Mais mettons, si c'était de la protéine de pois ou de la protéine de. J'ai pas d'autre. De riz brun, mettons. Là, il manquerait un acide aminé essentiel là-dedans. Fait que il faudrait combler avec d'autres choses. Mais si au courant de la journée, il y a d'autres sources de protéines, mettons qu'on est vegan puis qu'on mange cette barre-là, puis qu'il y a d'autres sources de protéines qu'on mange dans la journée, mettons des légumineuses, ben tu sais, l'acide aminé qui manquait dans ta protéine de pois, dans ta barre de protéines ou de riz brun, va être comblé par le reste de la bouffe que tu manges dans ta journée. Puis au final, tu vas être capable de bâtir des muscles quand même. Puis la différence va être minime entre cette barre-là, vegan, puis la barre de protéines à base de poudre de lait. Ah, fait que le soya, ça a autant d'acides aminés. Ben il y a les 10 acides aminés, les 10 acides aminés essentiels dans le soya versus dans les poudres animales. Ah, ok, j'étais pas au courant. Je pensais pas. Ouais. Il y a la patate. Non, c'est pas vrai. La patate, ça a un bon. Tu sais, c'est rare qu'on trouve de la protéine de patate. Ouais, c'est ça, j'allais dire, j'ai jamais entendu ça. Ouais, c'est ça. Faudrait reconfirmer, mais il me semble que dans la patate, il y a aussi les acides aminés essentiels. Il y en a d'autres comme ça, là, mais oui, fait que, dans le soya, on se trompe pas. OK. Ah, ben c'est bon à savoir. Ouais.
L'autre question qui venait de Émile, puis on en a parlé avant un petit peu. Jusqu'où ira la mode des glucides par heure? Est-ce qu'il y a des risques pour le diabète, les dents, etc.? Ouais. Tu peux peut-être expliquer un petit peu c'est quoi là, Ouais. les glucides par heure, puis Ouais. après ça, répondre à la question, est-ce qu'il y a des risques? Ouais, fait que très bonne question. J'ai reçu cette question-là dernièrement en plus. Puis, tu sais, je pense que c'est une question qui vient de plus en plus parce qu'on conseille de plus en plus de glucides par heure. Mhm. Pour résumer, mettons, c'est souvent pour les efforts d'endurance. Fait que, tu sais, justement, ultramarathon, tu sais, courses de plus longue distance, fait que demi-marathon, marathon, des rides en bike qui sont plus longues, où on veut comme maximiser notre énergie. On va conseiller d'avoir beaucoup de glucides par heure d'effort. Fait que ça peut monter, mettons, à du 30, 60, 90 grammes par heure. Puis là, on voit certains athlètes commencer à faire du 120, Ah, 150 c'est fou, là. C'est tellement... grammes par heure. 150 grammes par heure, tu sais, juste en termes de calories, mettons, c'est x4. Fait que, tu sais, ça fait comme 600 calories par heure juste en glucides pendant la course. Tu sais, ça peut être quand même pas pire parce que, tu sais, si, mettons, je cours pendant 1 heure à haute intensité, puis je check ma montre, on s'entend que les montres, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable pour estimer les calories qu'on dépense, mais habituellement, tu sais, ça ressemble à peu près à ça, mettons, un 600 calories à l'heure. Fait que si je suis capable de combler mes besoins énergétiques par les glucides que je prends, ça serait quand même une bonne chose. Là où des fois c'est tough, c'est qu'il faut être capable de digérer ça. Fait qu'il faut vraiment entraîner le tube digestif pour être capable d'en prendre autant. Puis ça peut pas être juste. Il y a comme différents types de sucre aussi qu'on peut absorber dans notre intestin. Il y a le glucose, le fructose, le lactose, tout ça. Ça peut pas être juste le glucose. T'sais, si je me faisais juste, mettons, des bouteilles avec de la maltodextrine, qui est comme une agglomération de plein de molécules de glucose ensemble, qui est populaire auprès de certains cyclistes parce que ça goûte pas tant sucré. Si je prenais juste ça, éventuellement, j'aurais comme maximisé ce que mes portes intestinales peuvent prendre. Fait que je pourrais pas avoir plus que, disons, 60 grammes de glucides par heure. Fait que là, il faut que je passe par d'autres portes. Mettons le fructose, pour être capable d'en avoir plus. Puis pour ça, il faut vraiment être capable d'entraîner son tube digestif à avoir beaucoup de glucides à chaque heure. Puis là, quand il y a comme récemment, il y avait un ultra, je pense que c'était un 50 km. Puis David Roche, je pense que lui, c'était 150 grammes de glucides par heure qu'il a pris tout le long. Puis il est arrivé premier, je me rappelle bien. Puis il a battu des records. Là. Ah ouais? Non seulement des records de parcours, mais de glucides par heure. Puis lui, il prône ça partout, tu sais. Mais je pense que si on est capable de le digérer, puis qu'on est capable de prendre assez d'eau pour bien l'absorber aussi, parce que sinon, on se ramasse avec une diarrhée liquide qui est pas très le fun, ben ça a vraiment du potentiel. Fait que jusqu'où va aller la limite pour répondre à la question? La limite va être ta tolérance intestinale. Puis est-ce que c'est dangereux pour la santé? Ça aussi, c'est une question, je pense qu'on va peut-être voir un peu plus dans les études dans les prochaines années. Présentement, il n'y a pas énormément d'évidence là-dessus. Mais de ce qu'on comprend pour l'instant, si tu prends tous ces glucides-là pendant l'effort, un effort intense, puis que tu brûles tout ça, mettons, si tu fais ça, mettons, pendant que tu es en train de travailler au bureau ou en train de jouer au Xbox, on s'entend que tu vas te magasiner des super hautes glycémies, puis à long terme, peut-être que le diabète va cogner à ta porte ou d'autres problèmes de santé, le syndrome métabolique, tout ça. Mais si tu prends ça pendant une course qui est quand même intense, de longue durée, tu vas tout le brûler au fur et à mesure, puis même tu vas en brûler plus parce qu'il y en a qui vont provenir de tes réserves qui sont déjà dans tes muscles sous forme de glycogène. Puis ça sera pas dangereux pour la santé à long terme. Du moins, c'est ça qu'on sait présentement pour l'état de la science actuelle. Tu sais. Est-ce que tu sais c'est quoi les types de glucides qu'il a pris pendant son... Lui, ben, c'était sûrement... il l'a détaillé, je pense, dans un post Instagram récemment. Mettons, tous les suppléments qu'il a pris pour avoir autant de glucides. C'était pas des affaires difficiles à digérer. C'était pas des bananes, plus c'était pas des fructose fruits. un peu. Ah, c'était pas ça? Non, c'est ça. C'était plus genre des gels, des boissons sportives super riches en glucides. Qui contenait aussi du sodium parce que, il me semble, c'était dans une place où il faisait chaud. Puis il avait aussi pris énormément de caféine pendant sa course aussi. Fait que, tu sais, c'était comme, il a tout pris. Ouais, c'est ça. Il y a aucun système à lâcher. Fait qu'il a réussi à bien faire ça. Mais tu sais, c'était un gamble. T'sais, il aurait pu aussi se ramasser aux toilettes avec un gros mal de ventre. Fait qu'il faut entraîner quand même le tube digestif pour être capable que ça passe bien. T'sais. C'est ça. C'est clairement, il faut que tu entraînes Ouais. ton système beaucoup avant. Là. Exact. C'est ça. La nutrition, c'est un sport en soi dans la pratique sportive, là, C'est ça. de ce que je réalise. C'est ça. Puis, tu sais, pour certains, il y a des gels qui vont bien passer. Pour d'autres, absolument pas. Il y en a qui vont aimer mieux les calories liquides. D'autres, ça va être les calories solides, des petites gaufres, des barres tendres. Fait que, tu sais, il faut vraiment tester.
Puis des fois, ça peut être tough aussi de tester parce que ça coûte cher, mettons, tous ces produits-là. Si je m'achète un gel, il y en a qui peuvent monter à 4-5$. Puis s'il faut que j'en prenne 3 par heure, là, puis que je m'entraîne pour 3 heures, ça me coûte 15$ à l'heure pendant 3 heures. Ma sortie de course, ça m'a coûté 50$. Fait que des fois, mettons, c'est pratique de comprendre que, OK, le corps, c'est juste des glucides qu'il a besoin, du sucre. Puis je vais aller magasiner à l'épicerie, je vais essayer de trouver des choses qui se traînent bien, qui sont riches en sucre pour traîner avec moi, qui sont pas trop lourdes. Il faut que ça soit léger pour traîner. Puis qui vont faire la job. Fait que, ça pourrait être juste de me mettre dans ma gourde du sirop d'érable ou du sirop de poteau, d'acheter des petits bonbons pour enfants que les parents mettent dans les lunchs, mettons. Des fois, ça se vend en gros paquets. Pour 3$, j'ai 10 paquets qui me fournissent 20 grammes de glucides chacun. Même s'il est écrit pierre à feu ou Scooby-Doo dessus, du sucre, c'est du sucre. C'est ça. Fait que ça fait la job. C'est juste... faut peut-être essayer de trouver des façons pour être capable d'entraîner le tube digestif sans qu'on doive être multimillionnaire pour faire ça. Non, c'est ça, exact. OK. Ben, c'est des bons conseils. C'est bon. La prochaine question, ça vient de Pierre-Alexandre qui demande quels sont les meilleurs suppléments pour la récupération post-course? Ouais. Je sais pas si Alexandre, si tu voulais des marques ou plus des guidelines. Pour les marques, il y en a plein. Si tu m'écriras en privé si jamais tu veux des marques. Oui, c'est ça. Ben, peut-être plus les types de suppléments là, que tu recommandes après. Pour ce qu'il faut que ça contienne, mettons, après la course. C'était la course, c'est ça? Oui, ben sa question, c'était post-course, mais on peut y aller pour les sports en général. Sport d'endurance, peut-être. Ouais, parfait. Fait que tu as vidé tes réserves de sucre pendant un sport d'endurance qu'il y avait dans ton foie, dans tes muscles. Fait qu'il faut refaire ça. Fait qu'il faut que ton supplément ou ce que tu manges à côté contienne des glucides. Fait que, honnêtement, ça pourrait être juste genre un repas complet avec du riz, des pâtes, des patates, peu importe, tu aurais en masse de glucides. Mais si tu veux que ça soit sous forme de supplément, tu pourrais te prendre, mettons, je sais pas, une boisson sportive qui contiendrait du sucre et qui contiendrait aussi des électrolytes, fait que du sodium, pour t'aider à refaire tes réserves d'hydratation aussi, te réhydrater. Fait que, mettons, tu as refait tes réserves de sucre, tu as refait tes réserves d'eau. Après ça aussi, dépendamment du sport, tu vas avoir plus ou moins de dommages musculaires, mettons. Puis pour être capable de refaire de réparer un petit peu tes muscles pour que le prochain effort t'arrive vraiment prêt, gonflé à bloc, ça prend des protéines. Fait que pour les protéines, tu pourras avoir soit un supplément de poudre de protéines, celui que tu aimes le mieux, que tu trouves que la texture n'est pas trop poudreuse, tu sais. Puis après ça, il y a plein de sortes. Comme on parlait tantôt, les sortes à base plus de lait ou de soya, c'est des protéines complètes. Après ça, souvent pour les sortes végétales, quand c'est un mix de plein de poudre de protéines végétales, ça fait la job mieux. Donc si c'est, mettons, de la poudre de pois, de la poudre de soya, de la poudre de chanvre, de la poudre de protéines de pépins de raisin, peu importe, là, tu vas avoir comme tous les acides aminés que tu as besoin, fait que ça va t'aider à bâtir de la masse musculaire comme si c'était une poudre animale. Des fois, dans les poudres végétales, il manque un peu d'un acide aminé. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois en plus. Un acide aminé qui aide à déclencher, mettons, la synthèse des protéines musculaires. La leucine. Exact, la leucine. Puis ça, des fois, ils vont l'ajouter dans les suppléments de poudre de protéines végétales sous forme de BCAA. Fait que les BCAA, en général, on peut vraiment s'en foutre. Mais pour les poudres de protéines végétales, ça permet au moins qu'il y ait un des BCAA, un des acides aminés à chaîne ramifiée, qui est la leucine, qui va venir aider à déclencher de bonne façon, mettons, la synthèse des protéines musculaires. Fait que si on veut un supplément parfait, là, ça serait des protéines mélangées avec des glucides, mélangées avec du sel, mélangées avec de l'eau. Tout ça ensemble, puis on est en business. Peut-être un ratio genre 3-1 pour les glucides puis les protéines. Fait que disons que j'ai, je sais pas, 25 grammes de protéines, peut-être que je viserais un 60... un 75. C'est ça, 75. J'étais pas trop sûr de mes calculs. Un 75 grammes de glucides avec du sel là-dedans puis de l'eau pour bien récupérer. Okay. Mais tout ça, ça peut aussi se trouver dans un repas complet puis un genre de verre d'eau à côté puis on est en business. Ouais. Est-ce qu'il y a des... mettons, je pense à la créatine, par exemple, c'est quelque chose que tu recommandes. Ben là, on parle de post-course, mais en général, dans les sports d'endurance, c'est quelque chose que tu recommandes? C'est un super bon point. J'y avais pas pensé parce que souvent, la créatine, on peut la prendre à n'importe quel moment de la journée en même temps que ce soit avec un repas. Fait que, toi, tu conseilles avec un repas? Oui, pour que ça soit mieux absorbé. Ouais. Okay. Ouais, fait que la créatine avec un repas. Puis ça pourrait être pris avant le workout, après le workout, en même temps que ce soit avec de la bouffe. Puis, fait que oui, ça pourrait aider pour la récupération, la créatine, certainement. Puis sinon, y a-t-il d'autres choses? Tu sais, mettons,
On voit ça un petit peu, disons, dans le Tour de France, là, je sais pas si lui, c'est ça qu'il fait, là. On lui souhaite. Mais s'il y a beaucoup d'efforts à chaque jour, puis que le focus, c'est plus être le moins raqué possible, récupérer le plus vite possible, mais en délaissant un peu toutes les adaptations musculaires liées à l'inflammation après le sport. Il pourrait prendre, mettons, des suppléments comme d'antioxydants, mettons, mais qu'on retrouve genre dans le jus de cerise, mettons, le tart cherry juice qu'on appelle. C'est pas tant à la mode, puis on n'en trouve pas tant ici, mais ça peut aider à récupérer un petit peu plus vite, puis être un petit peu moins courbaturé, mettons. Ça réduit l'inflammation? Ça réduit un petit peu l'inflammation, oui, exact. Après ça, ça va nuire un petit peu aux adaptations musculaires qu'il y aurait d'un entraînement à l'autre. Des fois, on a besoin d'avoir cette inflammation-là. Puis, je pense qu'avec Marie-Michel, de la physio, vous en aviez parlé, l'inflammation, c'est pas le démon. Donc, si on est capable d'avoir l'inflammation, même si ça fait un petit peu plus mal, prends une journée pour récupérer ou fais un autre sport qui va moins te faire mal. Puis 2 jours après, tu vas être correct. OK. Fait qu'au final, c'est pas nécessairement d'avoir des suppléments. On pense souvent à des suppléments en pilule ou des affaires comme ça, mais souvent la nutrition, les aliments qu'on peut manger, c'est comme la meilleure chose. Tu prends un bon repas, tu vas faire un gros dodo. Puis à la limite, peut-être que je sais pas ce que Marie-Michel a dirait, mais tu te fais un petit peu de mobilité. Puis tu vas être good to go pour ton prochain workout. Sinon, j'avais une autre question. C'est une question de Philippe qui demandait comment s'alimenter pendant un Ironman. Ouais, grosse question. J'espère, Philippe, que tu as déjà fait un demi-Ironman pour te préparer. Sinon, attache ta tuque. Fait que, premièrement, on va y aller en différentes étapes. Mettons, on va préparer les mois avant ta tolérance intestinale aux glucides. Fait qu'on en parlait tantôt. Tes intestins vont trouver ça vraiment tough d'absorber beaucoup de glucides. Un 60, 90 et plus grammes de glucides par heure, ça va être tough. Fait que prépare ça d'avance. Détermine c'est quoi les façons de faire rentrer des glucides qui fonctionnent le mieux pour toi. Si c'est des gels, de la boisson sportive, des fruits, des pretzels, peu importe. Détermine ça, puis assure-toi que c'est bien digéré. Après ça, un genre de sweat test ou un test de sueur, mettons, ça pourrait être bénéfique quand même. Parce que c'est pas tout le monde qui sue pareil. Il y a des gens qui vont suivre beaucoup, il y a des gens qui vont suivre moins, puis il y a des gens qui vont suivre très salé ou non. Fait que ça pourrait être une bonne idée si tu veux tester ça. Tu as un chandail noir, va courir dehors 2 heures, regarde si tu as comme un cerne de sueur en revenant, un peu blanc, mettons. Ou je sais que tes bras, s'il y a du sel qui tombe sur la table, c'est parce que tu es un sueur salé. Puis si tu es un sueur salé, tu as besoin de prévoir beaucoup plus de sel par heure. Fait que je dirais minimum, mettons peut-être un 400 mg de sodium. Puis il y en a qui montent jusqu'à du 1000-1500 mg de sodium par heure. Donc, détermine ça d'avance. Est-ce que tu as besoin de beaucoup de glucides? Si oui, lesquels prendre? Est-ce que tu as besoin de beaucoup d'eau, beaucoup de sel? Si oui, prépare-toi en lien avec ça. Après ça, les 2 jours avant, tu fais une surcharge en glycogène ou un carb load, comme on appelle. Donc, ça, c'est beaucoup de glucides à chaque jour pendant 2 jours. Fait que 36 à 48 heures avant la course. On peut techniquement aller de 10 à 12 grammes de glucides par kilo pour ces 2 journées-là. Fait que, généralement, ça va varier entre 600 et 900 grammes de glucides pour ces 2 journées-là. C'est beaucoup de stock. Puis, il faut aller avec des aliments qu'on sait qui vont être bien digérés. Fait que pour certains, ça va être du jus, de la boisson gazeuse, des choses comme ça. Pour d'autres, ça va être plus du riz, du pain, des pâtes, des patates, de l'avoine, des choses comme ça. L'important, c'est juste qu'on prenne beaucoup de glucides puis qu'on sache que ça va bien passer parce qu'on ne veut pas se ramasser avec 2 jours de troubles digestifs avant d'aller faire la course. Ça va être quand même déprimant. Fait que on peut faire une pratique, mettons, disons que j'ai une grosse fin de semaine de sport avant ma course, je peux me faire genre un petit carb load ou une petite simulation de carb load pour voir si ça va bien passer avec les aliments que j'aime. Après ça, je fais mon carb load avant la course. J'essaie de terminer, mettons, mes 600 à 900 grammes de glucides peut-être plus tôt dans ma dernière journée. Fait que mettons que ma course, c'est le samedi. Peut-être j'essaie de finir mon carb load vers genre 4-5 heures le vendredi soir. Puis là, je prends un souper que je sais que je vais bien digérer, quelque chose que j'aime. Le lendemain matin, même chose, un déjeuner que je sais qu'il va bien passer. Fait que pour moi, c'est comme mes 2 toasts au beurre de peanut avec du yogourt et des fruits. Ben, go for it, mange ça. Après ça, direct avant la course, peut-être une boisson sportive pour être sûr qu'on arrive là bien hydraté. Peut-être de la caféine si tu l'as testé d'avance puis que tu sais que pour toi, ça te craint. Ou du pré-workout si pour toi, ça te craint encore plus. Après ça, pour un Ironman, il y a comme la spécificité que c'est 3 sports. Fait que il y a comme la nage, le bike, puis après ça, la course.
Puis c'est des grosses distances. Fait que pour la nage, c'est 3,8 kilos. Après ça, pour le bike, c'est 180 kilos de bike. Puis pour la course, c'est un marathon, fait 42,2 km. C'est gros, c'est vraiment gros. Puis tu sais, mettons que tu es vraiment, vraiment bon, là, ça va te prendre comme 7 à 8 heures. Fait que tu as des bonnes chances que ça dure encore plus longtemps que ça. Fait que ça te fait une grosse journée à la job, là. Genre 10 heures de sport, là, c'est beaucoup. Donc pour ça, il faut que tu aies beaucoup de calories. Puis souvent, les calories vont venir sous forme de glucides. Pendant la nage, tu seras pas en train de nager puis de prendre des gels. Fait que prends quelque chose, tu sais, peut-être un gel direct avant la nage, puis après, dans ta transition entre la nage puis le vélo. Dans ta transition, ça peut être un gel, ça peut être de la boisson sportive. Tu sais, tu te cales une boisson sportive, peut-être 2 tasses, 3 tasses pour être capable d'arriver sur le bike bien énergisé. Tu mets tes clips de bike, tu pars. Sur le vélo, tu as l'avantage de pouvoir mettre des gourdes. Tu as comme des trucs qui tiennent les gourdes sur ton bike, en avant, sur les côtés, peu importe, dans ton dos. Puis dans ces gourdes-là, c'est plus lourd à traîner, mais tu peux mettre beaucoup de stock. Fait que beaucoup de sel, beaucoup de glucides. Il y a des boissons sportives où tu peux mettre plusieurs scoops, puis tu vas être capable de bien absorber ça. Fait que ça, techniquement, tu l'as tout testé d'avance, puis tu sais que ça va bien passer. Après ça, tu finis ton bike, tu es énergisé, tu es prêt à faire un marathon, top shape. Fait que là, dans ta transition, tu reprends peut-être une boisson sportive, tu reprends des gels, un peu de sel, tu pars à courir. Puis pour la course, il y en a certains peut-être qui vont avoir des vestes d'hydratation, mais la plupart vont peut-être avoir des gels dans leur shirt. Puis ils vont prendre les verres d'eau sur le parcours. Puis les verres d'eau sur le parcours, c'est jamais vraiment pratique à prendre sans déborder. Fait que le truc que je donne, tu sais, là, c'est un verre qui est en vitre, mais souvent, c'est en papier. Fait que tu mets tes 2 doigts comme ça, tu squeezes un peu, tu mets lui au milieu. Fait que là, ça fait un genre de petit chemin où l'eau s'écoule, mais sans déborder partout. Tu te verses ça dans la bouche. Puis peut-être que si t'en prends 2, ça va te faire l'équivalent d'une tasse s'il n'y en a pas trop débordé. Fait que tu prends l'équivalent d'une tasse pour à peu près un gel, puis tu vises peut-être 2, 3, des fois 4 gels par heure pour être capable d'avoir toute l'énergie que tu as besoin. Puis tu fais ta course. Puis là, tu espères que ça se passe bien jusqu'à la fin. Un marathon, c'est long. Tu peux y aller peut-être un peu conservateur au début, puis clencher à la fin, mais après ça, on rentre plus dans la stratégie de course, là. Mais fait que j'irais avec ça. OK. Ouais. Fait que, c'est vrai, c'est quand même long. Hein? C'est du gros stock, puis il faut vraiment que tu te prépares d'avance, là. Ouais. Ça, en tout cas, j'imagine que tu es rendu à faire un Ironman, tu as fait plusieurs courses avant, fait que tu as le temps d'essayer des affaires puis de te préparer, là, on s'entend. Là. Ben, si c'est pas ça, tu vas payer le prix pendant ton Ironman, ça va être une belle opportunité d'apprentissage. T'sais. C'est vrai, effectivement. Ouais. Pour ton prochain, tu vas arriver plus préparé. Oui, c'est ça. OK. On avait une question de... Ben, en fait, j'avais pas le nom, mais on voulait savoir, est-ce que compter ses calories sur le long terme, c'est forcément mauvais? C'est une pente glissante. C'est une pente glissante vers un trouble alimentaire, le fait de compter ses calories. Il y en a qui sont capables de totalement déconnecter, mettons, la moralité, mettons. Le fait que je suis une bonne personne parce que je compte mes calories puis que je respecte mes objectifs, mes targets. Et je suis une mauvaise personne si je fais pas ça. Il y en a qui vont juste voir ça comme plus un guide, mettons. Ils vont être comme, si je veux essayer d'avoir, mettons, telle quantité de calories ou de protéines dans ma journée, voici ce à quoi ma journée devrait à peu près ressembler. Je vais le rentrer dans l'application une couple de journées par semaine, puis si ça fit, ben tant mieux, tu sais. Alors qu'il y a d'autres qui vont rentrer ça sans trop savoir. L'application va elle-même leur donner des cibles de calories puis de protéines. Des cibles qui, mettons, s'ils rentrent l'objectif, disons, perte de poids, des fois, ça va être comme ridiculement bas, tu sais, genre du 1200 calories par jour, là, qui est les besoins d'un bambin, mettons. Là. Fait que, tu sais, si tu vises les besoins d'un bambin en étant adulte, c'est sûr que tu vas trouver ta journée vraiment plate, que tu vas te déconcentrer, que tu sais, ça sera pas le fun. Fait après ça, si tu te sens coupable de pas respecter ça puis d'avoir des binges parce que tu t'es mis des cibles trop restrictives, ben c'est comme vraiment une pente glissante vers un trouble alimentaire ou quelque chose, une relation super fragile avec la nourriture, tu sais. Fait que je pense que pour certains, ça peut être un bon guide s'ils sont capables de faire la part des choses puis de pas trop voir l'application comme le maître de leur vie, tu sais. Mais il faut vraiment faire attention, tu sais. Ben, je pense que c'est ça le gros problème souvent, c'est qu'il faut que ton objectif soit réalisable, oui, mais il faut qu'il ait vraiment été pensé par quelqu'un qui se connaît et non juste une application. Mettons, je prends un exemple. Il y a quelques mois, j'étais en prise de masse. Ouais. Puis moi, dans ma tête, j'avais calculé selon ce que j'avais vu en ligne, que je pense que je montais à comme 3200 calories. Ouais. Ce qui était ça fait c'est quand même beaucoup, je pense. C'est beaucoup, mais tu sais, vu que tu es quand même grand, puis sportif, puis tu as une bonne masse musculaire, mettons, OK.
tu as besoin d'avoir. 3200, ça fait du sens pour moi. Ouais, c'est quand même... OK, bon. Mais ça, même dans mes journées de repos aussi, je prenais ça. En tout cas, bref, je trouvais que c'était comme vraiment beaucoup tout d'une shot. Puis après ça, ben, c'est ça, là, j'ai eu comme de l'aide d'un coach. Puis là, on va comme y aller plus graduellement. Puis je pense qu'on va comme adapter un petit peu les calories. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut que tu sois quand même bien encadré si tu décides de les compter à la lettre dans une application. Moi, je pense que c'est ça le... Pour le gain de masse, des fois, ce qui est tough, c'est d'avoir faim pour manger tout ça, tu sais. Ben moi, c'était ça. J'avais de la misère. Là. Exact. Les 2-3 premiers jours, ça va bien, mais après quelques jours, t'es quand là, c'est parce que j'accumule. C'est tough. C'est tough. Tu sais, peut-être un bon truc pour ça, ça serait de miser sur les aliments qui coupent pas tant la faim, mais qui sont plus caloriques, tu sais. Puis en même temps, qui sont relativement bons pour la santé. Fait que, tu sais, des aliments qui contiennent des bons gras, tu sais, des sucres concentrés, peut-être autour de tes trainings, mettons, pour que ça soit utilisé pendant ton workout. Fait que, tu sais, ça pourrait être genre du beurre de pinot, des noix, des avocats, de l'huile d'olive, peut-être un peu plus dans tes sauces ou sur tes repas, qui vont faire en sorte que tu seras pas tant plus rassasié, mais qui vont, ou tu sais, peut-être plus de sirop d'érable, confiture, miel, qui vont juste te donner plus de calories sans que tu aies besoin que ça te rassasie trop, tu sais. Ah, c'est des bons trucs. Mais c'est sûr que 3000 calories, tu sais, à un moment donné, t'as plus faim. Ben oui, je te confirme, à un moment donné, j'avais plus faim. J'avais une question de Samuel. C'est un peu en lien avec le sport, oui et non. C'est en lien avec l'alcool un peu. Fait que je sais pas si ça touche à tes cordes, mais en fait, il voulait savoir, est-ce que les calories qui viennent de l'alcool, ça équivaut aux calories qui viennent de la nourriture? C'est la même affaire? Une bonne question. En termes de calories, oui, relativement. Tu sais, mettons, pour 1 gramme de glucides, protéines, c'est 4 calories que ça va fournir. Pour 1 gramme de gras, de lipides, mettons, ça, c'est 9 calories. Puis pour 1 gramme d'alcool, genre alcool pur, c'est 7 calories. OK. Fait que c'est comme entre les glucides puis le gras en termes de fourniture de calories, disons. Fait que oui, pour les calories, ça compte. Après ça, pour la santé en général, l'alcool a comme d'autres impacts. T'sais. Fait que ça va, si on en prend en grande quantité, ça va peut-être plus impacter le foie. Fait qu'on, il y a comme des stéatoses, mettons des problèmes au foie qui vont peut-être être causés si on en prend beaucoup puis à long terme. Surtout si on a des prédispositions génétiques. Après ça, ça va peut-être influencer notre sommeil, notre récupération. On va peut-être être moins sharp, mettons, dans nos journées au travail, plus fatigué. Fait en termes de calories, oui, mais pour tout le reste à côté, l'alcool a quand même des impacts négatifs autres que juste les calories qui viennent des protéines puis des glucides. Ben, j'avais vu justement que ça pouvait interférer quand même beaucoup avec ta récupération. Par exemple, tu fais un gym, je sais pas, un vendredi, tu décides de sortir le vendredi. Que ta récupération va être affectée, mais vraiment beaucoup. Là. Vraiment, ouais. Est-ce que tu as une idée un peu c'est quoi que ça fait? C'est juste ça bloque la synthèse des protéines ou c'est quoi exactement? Ben, il y a comme des impacts à court terme des impacts à long terme, mettons. Fait que, à court terme, ta récupération va être moins bonne, ton sommeil va être moins bon. Fait que, pour le prochain workout, tu vas te sentir moins énergique. C'est plus parce que ça l'interfère avec les autres sphères autour de ta récupération. Exact. Exact. Puis à plus long terme, ben là, ça va comme nuire à ta santé en général. Peut-être que si ta récupération, de façon consistently, mettons, est moins bonne, ben, tu vas avoir moins de progression dans ton entraînement, tu vas devenir moins fort. Ton énergie au quotidien va être un petit peu plus variable, peut-être un peu moins bonne. Fait que tu vas juste être un petit peu moins efficace dans ce que tu fais. Puis tu vas te mettre plus à risque de problèmes de santé en général. Fait que, tu sais, prendre de l'alcool quand t'as envie, mais l'alcool, c'est tout le temps tricky parce que à aucune dose, c'est bon pour la santé. C'est ça qui est tough. Fait que, tu sais, c'est plate, mais c'est comme le moins possible. Mais après ça amène des opportunités sociales, des trucs comme ça. Puis dans certains cas, ça goûte super bon, tu sais. Fait que c'est tout le temps tricky, tu sais, quand j'ai des clients qui, pour eux, le problème, tu sais, de leur alimentation est bien correct ou à la limite est vraiment amélioré, mais la grosse chose à améliorer, c'est l'alcool. Je trouve ça tough parce que l'alcool est souvent lié à plein d'autres affaires. Il y a des gens qui... Le social, ouais. Oui, c'est ça. Il y a des gens pour qui ça va être la chose la plus tough à modifier, mais la chose pour laquelle il y aurait le plus d'impact positif de réduire. T'sais. Mais c'est une dépendance, l'alcool, pour certaines personnes. Fait que ça peut être vraiment difficile d'aller toucher à ça. Puis même si, pour certains, même si on change l'alimentation puis on rend ça genre textbook, meilleure nutrition possible, s'il y a trop d'alcool, ça va pas t'aider tant que ça. T'sais. Est-ce que ça t'arrive des fois de compenser avec la nutrition parce que la personne aime ça, prendre son verre de vin le vendredi ou aime avoir une sortie avec ses amis ou qui prennent quelques verres pendant un 5 à 7? Est-ce que tu vas compenser, mettons, la nutrition pendant la semaine pour, à la fin de la semaine, avoir le même nombre de calories à cause, mettons, de l'alcool?
Si c'est comme attendu, puis que la personne a check, tu sais, c'est rare que je vais encourager les gens à checker vraiment comme assidûment leurs calories, tu sais. Mais mettons que c'est une personne qui veut absolument faire ça, qui rentre tout ce qu'elle mange dans une application, puis qu'elle sait que avec sa soirée avec ses amis, elle va boire, je sais pas, 500 calories qui provient de l'alcool puis des drinks, parce qu'il y a aussi un petit peu de sucre dans les drinks, mettons, qui peuvent contribuer. Ben, on pourrait, tu sais, dans un contexte où elle veut vraiment comme être à la calorie près, on pourrait ajuster sa journée, peut-être, ou le lendemain, mettons, pour que ça compense, mais ça va être vraiment moins mon approche. Tu sais, je vais être plus dans fais ta soirée, aie du fun, puis après ça, essaie de bien récupérer, d'essayer de bien dormir pour limiter les dégâts de ça. Puis autour de ça, garde une alimentation qui est équilibrée, puis ça va comme diminuer les dégâts que tu as fait. Tu sais. Ouais. Je pense que je vais faire un épisode sur l'alcool éventuellement. Je pense Ouais, que c'est ça peut vraiment être une bonne idée. intéressant, puis c'est quand même un sujet Ouais, ouais. qui est très large et mal compris. Tu sais, justement, je pense qu'on. Ce qui est recommandé, c'est comme 2 verres par jour. Non, c'est 2 verres par semaine par Ben, c'est le deux. gouvernement. Là. Il conseille un X nombre d'alcool, mais tu sais, au final, le meilleur conseil, c'est 0 parce que aussitôt que tu prends une goutte, tu as des effets négatifs en Oui, partant. Tu sais, c'est comme il n'y a pas de bonne quantité d'alcool qui est exact. bonne pour la santé au final. C'est ça, exact. Mais oui, je pense que c'est comme 2 pour les femmes, 3 pour les hommes. Tu sais, ça, c'était C'est-tu les par anciennes jour ou recommandations. Par jour. C'est par jour, ouais. Mais pas plus que 10 pour les femmes puis 15 par semaine pour les Ouais, c'est ça, il hommes. y a un maximum par semaine après. Mais ça, je pense que c'est les anciennes recommandations. Maintenant, c'est juste le moins possible. OK. Puis c'est Éducalcool, tu sais, qui donnait ces recommandations-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si on est capable d'avoir le moins possible, pourquoi pas, tu sais. Puis avant, on pensait qu'avec un verre de vin par jour, c'était bon pour la santé, tu sais. Ouais, les antioxydants là, C'est qui ça. venaient avec, là, ouais. C'est ça, mais tu sais, c'était juste parce que dans les études, mettons, les gens qui étaient à zéro consommation d'alcool par jour, ça comprenait aussi tous les gens, mettons, qui étaient hospitalisés, tu sais, ou tous les gens qui allaient pas bien pour la santé ou qui pouvaient pas prendre d'alcool en raison d'une médication quelconque. Fait qu'ils rentraient quand même dans l'étude. Après ça, il y avait ceux qui prenaient une consommation par jour, qui étaient généralement les gens qui avaient aussi un mode de vie qui était relativement équilibré, tu sais. Et ils faisaient du sport, ils mangeaient équilibré. Une fois de temps en temps, ils prenaient leur verre de vin par jour, puis tout allait bien. Puis ceux qui consommaient plus de consommation par jour, ben là, la santé, elle se dégradait. Fait que là, ils ont vu que ceux qui prenaient une consommation par jour, puis là, après ça, je me souviens plus exactement c'était quoi, mais de ce que je me souviens, c'était ça. Ceux qui prenaient une consommation d'alcool par jour, c'était ceux qui montraient les meilleurs marqueurs de santé, même mieux que ceux qui en consommaient zéro. Mais c'est en partie à cause que ceux qui en consommaient zéro avaient d'autres raisons d'en consommer zéro et une santé qui était moins bonne à la base. Tu sais. Fait que d'où la recommandation la vieille recommandation d'en consommer un verre de vin par jour, mais un verre de vin, c'est quand même pire que 0 verre de vin par jour. C'est ça, exact. Ouais. C'est pas très fair comme, Exact. comme étude, là. Mais oui, je pense que ça serait vraiment une bonne idée de faire un épisode sur l'alcool. Là. Ouais, ben j'aimerais ça Ouais. dans le futur, bientôt. Ouais, nice. Une autre question que j'avais, qu'on avait, pour la même distance de course Ouais. en trail versus sur la route, est-ce que la nutrition va être pareille ou est-ce que tu vas l'adapter un petit peu? C'est une super bonne question. Pour la même distance, mettons que je fais un 30 km en route versus en trail, disons. La durée en trail va souvent être plus longue parce qu'il va y avoir des dénivelés différents, il va y avoir une technicité du terrain. Fait que, il va y avoir des racines, des roches, des choses que je dois contourner différentes aussi. La grip sur l'asphalte est plus rapide que la grip dans la boîte. Fait que je vais courir moins vite, même si je me donne autant. Fait que vu que c'est plus long, souvent l'intensité va être un peu moins haute. Donc, les besoins vont pouvoir. Ça sera pas obligé d'être juste des glucides. Mettons, pour un 30 kg en trail, ça se peut qu'on ait faim à un certain point. Tu sais, si ça me prend comme 4 heures, 4 heures et demie, faire mon 30 kg en trail, je vais peut-être pouvoir avoir un petit peu de protéines pour calmer ma faim et tu sais, être capable de patienter jusqu'à la fin de la course. Versus un 30 kg en route, je vais juste essayer de le finir le plus vite possible. J'aurai pas nécessairement le temps d'avoir faim. Mettons que je fais ça en 3 heures, 3 heures et demie. Puis si j'ai juste des glucides, de l'eau, du sel, comme n'importe quelle course sur route, je vais être correct. Parce que l'intensité va être plus élevée, puis si j'avais des protéines, ça serait plus difficile à digérer. Fait que ça serait peut-être la différence entre les deux. En trail aussi, souvent, pour les courses organisées, il va y avoir des ravitaux qui vont être offerts. Ou si je me fais moi-même une course en trail, je vais m'arranger pour faire peut-être des loops, des boucles, mettons, autour de mon auto pour revenir prendre des collations une fois de temps en temps, pour repartir faire un autre tour de montagne après, disons. Fait que si je repasse à mon auto, je vais peut-être me prévoir des collations
prendre une mini-pause comme si je faisais un ravito, puis je vais repartir après. T'sais. Fait que souvent, techniquement, mettons, si on faisait une course en trail avec pas trop de dénivelé, pas trop de technicité, je pourrais avoir la même nutrition que sur la route. Mais vu que c'est souvent plus des terrains rocailleux, avec des racines, tout ça, puis qu'il y a des ravitaux qui sont offerts, la nutrition va être un petit peu différente. Puis vu que l'intensité est un petit peu moins haute, je peux me permettre d'avoir des protéines. J'étais quand même curieux de la réponse de celle-là, parce que dans ma Ouais. tête, c'est la même distance, mais je comprends que la trail, c'est pas pareil. Là. Exact. Mais, OK. Puis des fois Intéressant. aussi, en trail, vu que c'est plus long, je vais être tanné d'avoir juste quelque chose de sucré. Fait que ça peut être pratique de prendre des sources de glucides qui sont salées aussi. Fait que mettons des pretzels. Des fois, il y en a qui vont avoir un bol de chips. T'sais, les chips vont aussi apporter du gras, mais l'aspect comme croquant, salé va être un petit peu réconfortant en course en trail. Il y a maintenant aussi des boissons sportives qui sont super riches en glucides, mais qui contiennent aussi beaucoup de sel puis qui goûtent salé, genre, mettons, saveur bouillon de poulet ou quelque chose comme ça. Fait que ça va être le fun à prendre pendant une course en trail parce qu'avec toutes les jujubes que je prends, je vais aussi avoir une petite boisson salée pour me réconforter puis changer le goût une fois de temps en temps. T'sais. Ça me fait rire quand même. On voit beaucoup dans la nutrition sportive, dans la performance sportive, des aliments que souvent on se fait dire d'éviter. C'est comme des chips, des bonbons, tout ça. Exact. Mais en performance, on dit non, justement, c'est ça que tu veux prendre. Ça me fait tout le temps rire un peu, ce contraste-là. T'sais. Mais c'est un super bon point parce que souvent, on se fait. C'est moins compris, mettons. Tu sais, pourquoi tu aurais tendance à recommander des boissons énergisantes à du monde? Pourquoi les chips pourraient être pertinentes dans tel contexte? Pourquoi tu recommandes des pretzels ou whatever? Ben, c'est juste que pendant le sport, c'est pas la même chose que quand tu es assis à faire ton 9 à 5 à l'ordi. Tu sais. Les besoins de ton corps sont différents. Puis je te recommanderais pas ça si tu faisais aucune activité physique. Mais là, oui, t'en fais. Puis tu as besoin d'avoir des calories, tu as besoin d'avoir du sucre, du sel. Si tu prenais toutes ces quantités de sel-là en étant sédentaire, tu te magasinerais une hypertension artérielle, de la haute pression, tu sais, puis tu serais vraiment pas en bonne santé. Fait que oui, go for it. Puis tu sais, moi, je me prépare pour un 80 cet automne. Puis je te garantis que ça sera pas de la nutrition textbook santé, tu sais. Ouais. Ça va être peut-être des patates, ça va être peut-être de la boisson salée, des chips une fois de temps en temps. Plein d'affaires pour que mes besoins en calories, en sucre, en sel soient comblés pour les... Je sais pas trop comment de temps que ça va me prendre, là, mais mettons 10 heures de course, tu sais. C'est un 80 en trail ou Ouais. Ah ouais, OK. 80 trail. On va voir comment ça va se passer. Je te souhaite bonne chance. Ça va être Merci. quand même un bon défi. Ouais. Ben, Mais- à chaque année, je monte un petit peu de distance. Fait que cette année, je t'ai rendu à ça. OK. Ouais, on va voir. Crime. On a hâte de voir ça. Yep. Écoute, j'avais la dernière question, Oui. qui était une question de Virginie qui demande comment optimiser la prise de masse musculaire avec la nutrition. Pardon. Ouais. On en avait parlé un petit peu dans l'autre épisode, Exact. mais peut-être si on peut donner comme les grandes lignes un peu Ouais. de comment avoir plus de masse musculaire avec la nutrition. C'est un super bon point. Premièrement, tu sais, souvent les gens vont avoir tendance à augmenter énormément les protéines quand ils veulent gagner de la masse musculaire parce qu'ils se disent plus je mange de protéines, plus je vais aider mes muscles à devenir gros. Tu sais. Oui et non. Tu sais, il faut avoir assez de protéines. Souvent, mettons, au-delà de 1,6 g par kilo, ça va pas tant aider plus pour le gain de masse musculaire. Fait que, tu sais, mettons qu'une personne pèse 100 kg, ben 160 grammes de protéines, ça va être pas mal ce qui est recommandé. Après ça, une fois que tu as ton 160 puis tu es capable de le diviser en différentes doses dans ta journée, puis c'est pas tout le monde qui pèse 100 kg non plus, là, mais on comprend l'exemple. Fait que, tu sais, une fois que tu as ta quantité de protéines par jour, tu le divises dans tous tes repas de la journée. Fait que, mettons, matin, midi, soir, des collations, pour que tu aies au moins une bonne quantité de protéines après ton entraînement, puis à d'autres moments de la journée pour pas avoir faim. Mais souvent, pour être capable de gagner de la masse musculaire, ce que tu as besoin, c'est d'être en léger surplus calorique. Puis pour ça, disons, on pourrait viser, mettons, un minimum peut-être 300 calories à 500, puis peut-être pour certains un petit peu plus calories de plus par jour. Fait que mettons que mes besoins, gros chiffrons, là, mes besoins de maintien, c'est 2000 calories par jour. Ben là, je vais viser peut-être un 2500 calories par jour au lieu du 2000 pour que mon corps se mette en mode construction, en mode bâtissage. Puis ça, dépendamment de l'appétit qu'on a, ça peut être plus ou moins difficile des fois. Si les gens ont faim, ben, ça pourrait être juste d'augmenter les portions au repas. Sans avoir besoin de compter à chaque repas sur l'application, j'ai combien de calories de plus. Mais ça pourrait être juste d'essayer, mettons, d'y aller par essai-erreur pour moins se casser la tête avec les applications. Puis dire, si je rajoute peut-être un tiers de plus de nourriture dans mon assiette au déjeuner, dîner, souper, au final de la journée, j'estime que ça va me faire peut-être un 500 calories de plus.
Puis là, je regarde comment les résultats vont. Fait que si, au-delà de 2 semaines, j'ai pris une demi-livre de plus, mais peut-être que je pourrais aller un petit peu plus. Peut-être que je pourrais mettre 50% plus de bouffe à mon déjeuner, dîner, souper, puis voir comment ça va. Fait que pour les gens qui n'ont pas de compétition de bodybuilding de prévu, j'irais vraiment moins dans les chiffres, puis plus dans ce que je suis capable de manger un petit peu plus dans les sensations que dans les calories exactes. Pour les gens qui ont moins faim, là, j'irais avec des aliments qui sont plus denses en calories parce qu'on va avoir beaucoup de calories dans un aliment qui va moins nous rassasier. Fait que ça pourrait être, mettons, peut-être un filet d'huile de canola, d'huile d'olive par-dessus mon repas. Ça pourrait être des confitures, du sirop d'érable, du miel par-dessus mes desserts. Ça pourrait être du beurre de pinot, en mettre le double sur mes toasts. Des fromages un petit peu plus gras, du yogourt un petit peu plus gras. Comme ça, on mange à peu près les mêmes aliments, mais juste plus de calories dans chaque bouchée. Des avocats que je pourrais rajouter dans mon smoothie, des choses comme ça. Puis, ça permettrait de... peut-être même des calories liquides. Fait que, au lieu de boire de l'eau, je me prendrais un verre de jus ou un verre de lait pour avoir un petit peu plus de calories. Puis, au final de la journée, je vais avoir peut-être atteint le même 500 calories de plus, mais sans avoir besoin de manger énormément plus de nourriture au déjeuner, dîner, souper. Fait que ça, c'est pour la partie bouffe. Il y a 2 autres parties aussi pour le gain de masse musculaire. Fait que le sommeil, plus je dors, plus je vais avoir de temps pour que mon corps récupère des demandes de la journée. Ça, on oublie souvent ça, le sommeil. C'est ça. Fait que, même la plus petite amélioration peut faire la différence. Fait que, si je ferme mon sel 20 minutes plus tôt puis je vais me coucher, ça va aider. Si je suis capable d'aller chercher 30 minutes, 1 heure de plus, ben, on va être vraiment en business. Après ça, l'autre, c'est la musculation. Fait que, le fait d'être en... Je pense que tu as fait l'épisode avec Frank, mettons, pour la partie musculation. Fait que, pour ça, d'être en surcharge progressive, de viser d'augmenter les charges à l'entraînement de façon constante, mettons. Peut-être pas à chaque semaine, mais avec un programme prévu pour ça, ça va aider à ce que le corps ait une raison d'améliorer sa musculature. Si on reste tout le temps aux mêmes charges au gym, le corps va juste se dire, ben tu me donnes plus de calories, mais je n'ai pas tant besoin parce que tu me demandes pas de forcer plus. Fait que je vais juste rester pareil puis ça va être ça, t'sais. Alors que si je demande à mon corps de lever 5 livres de plus, mais là, il va se dire, hey, j'ai vraiment souffert aujourd'hui, je vais manger pour la prochaine fois, ça sera un peu plus facile, t'sais. Puis c'est comme ça qu'on va être capable de gagner de la masse musculaire. Après ça, pour les suppléments, peut-être la créatine, ça pourrait venir aider parce que ça va donner plus d'énergie à nos muscles pour les efforts vraiment intenses de courte durée, comme justement pousser de la fonte au gym, faire des sprints ou des choses comme ça, des efforts intenses de courte durée. Fait que ça serait comme peut-être les 4 piliers que je dirais. Fait que créatine, sommeil, musculation, puis surplus calorique. C'est parfait. C'est les grandes lignes pour la prise de masse. That's it. Écoute, c'est pas mal les questions qu'on avait. Ouais. Fait que, merci beaucoup. Merci Nicolas, à tout le monde qui a envoyé des questions. Oui, c'est ça, effectivement. Merci à tout le monde qui a participé. Ouais. J'ai vraiment aimé un peu, je pense, le format de l'épisode. C'est le fun. Ouais. Puis pour les gens, c'est pertinent parce que ça répond aux questions justement qu'eux y avaient. Exact. Est-ce qu'il y a un endroit où que les gens peuvent aller te suivre un petit peu en ligne? Oui, la façon la plus facile, c'est Instagram. Fait que Nicolas, Nutrition Sportive. C'est la façon, je réponds à mes DM assez rapidement. Puis si les gens veulent prendre un rendez-vous, souvent ils vont m'écrire rapido par Instagram ou par courriel. Puis je prévois un appel de 5 minutes avec chacun pour expliquer, leur demander, mettons, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes attentes, est-ce que je suis en mesure de t'aider ou non. Sinon, à la limite, je vais référer. Puis si oui, ben on va parler des tarifs. Mes services sont couverts par la plupart des assureurs. Fait que si vous êtes assuré, ben tant mieux. Puis voilà, après ça, on cédule une date. J'ai quand même des dates disponibles pour l'été, fait que n'hésitez pas. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Yes, plaisir.